m'appelle Éric Lamoulaine, je suis directeur général d'une société anonyme HLM à Angers qui s'appelle Le Toit Angevin. Mais je m'occupe également d'une association qui s'appelle Delphis et qui regroupe 21 sociétés anonymes HLM réparties sur le territoire national et qui mutualisent ensemble leurs actions d'innovation et de recherche-développement. Partie de ce que je vais vous présenter provient des apports de cette association ou d'une autre association qui s'appelle Euronet, qui fait à peu près le même travail avec 25 sociétés de logement social ou public réparties cette fois-ci en Europe sur 5 pays qui sont la Suède, l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Angleterre. Je crois qu'on m'a demandé d'intervenir en 2 fois, donc sur la première partie, celle que je vais vous présenter maintenant, je vais essayer de montrer pourquoi la question du numérique et de l'Internet, et par voie de conséquence la question des réseaux, même si les réseaux en tant que tels ne sont pas ma spécialité première, est essentielle aujourd'hui pour des raisons sociétales quand on essaye d'exercer une fonction de logeur à destination de populations qui sont plus défavorisées que les autres. Alors pour ceux qui sont familiers de ces questions de l'Internet, vous avez là le taux de connexion Internet à domicile et la manière dont il évolue. Quand on regarde ce taux d'évolution, on a toute raison d'être satisfait, puisqu'en fait on voit que les choses progressent très très convenablement. Et je suis parti de 2006, mais si j'étais parti de 2000, je serais quasiment parti de 10 ou 15%. Donc on voit bien qu'on a en moyenne en France une progression convenable, même si j'y reviendrai indirectement par la suite. Nous restons dans une espèce de milieu de peloton quand on se compare aux autres pays, aux économies développées, sachant que le fait d'être dans le milieu de peloton n'est pas une performance si on considère que cette question de la connexion à Internet est également une question de compétitivité entre les pays. Et quand on est la 5e ou la 6e puissance économique mondiale, le fait d'être 15, 16e, 17e ou 18e sur cette question de la connexion ne nous procure aucun avantage particulier. Pour autant, on voit bien que la progression est intéressante. Alors où ça se complique un peu, c'est quand on regarde comment se passe l'accès à Internet selon les catégories de population. Et là, on se rend compte que pour notre moyenne à 65%, bon, on a les personnes âgées, alors si j'avais pris les tranches d'âge encore plus âgées, j'aurais eu des résultats déclinants qui sont moins connectés que les autres. Enfin bon, c'est pas si mal. On est même parfois étonné quand on voit ce résultat-là. Par contre, quand on regarde ce qui se passe chez les gens qui ont des revenus inférieurs à 900 € par unité de consommation, ou quand on regarde ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas de diplôme, là on voit qu'il y a un décrochage important. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on prend les personnes qui gagnent plus de 3 000 € par mois, elles sont en moyenne 3 fois plus connectées à domicile que les personnes qui sont dans ces catégories de revenus bas ou dans des catégories de ménages qui n'ont pas de diplôme. Et que ça, c'est sans doute une question essentielle pour notre monde professionnel, parce que nous, notre clientèle, elle est là. Et donc, si on pense que l'Internet a un impact sur les activités sociales ou sur le développement économique, on a sans doute un peu de travail à faire. Et puis, on a vu tout à l'heure que l'évolution du taux de connexion à domicile était croissant d'année en année. Il est certes croissant d'année en année, mais quand on regarde la manière dont l'évolution se réalise, on s'aperçoit que les 60-69 ans, par exemple, leur évolution dans l'accès Internet à domicile est très rapide. Par contre, quand on regarde les personnes qui ont des très faibles revenus, on s'aperçoit que d'une part, ils ont des taux de connexion faibles, et qu'en plus, leur capacité à rattraper le retard
est également plus faible. Autre chose qui est importante, c'est qu'on pourrait se dire, après tout, les gens qui ne se connectent pas à Internet, c'est peut-être tout simplement parce que ils n'en ont pas envie, ou qu'ils n'ont pas de besoin particulier, ou c'est un choix personnel de ne pas le faire. Ça ne paraît pas complètement évident parce que quand on regarde les fréquences de connexion, et qu'on s'adresse cette fois-ci non pas aux gens, à la population générale, mais à ceux qui ont l'Internet. Et bien, il se révèle que les gens qui ont des très faibles revenus sont plutôt plus consommateurs que les autres. Et on voit que ces personnes qui ont des revenus inférieurs à 900 € sont au niveau de consommation d'Internet de Paris, dont on peut imaginer que la propension de la population qui y réside est forte pour utiliser les nouvelles technologies. Donc l'idée qui pourrait prévaloir, qui est de dire on n'offre pas cette possibilité parce qu'en gros ça ne servirait à rien, parce que les gens, pour des raisons culturelles, pour précisément des raisons de formation ou de décalage culturel divers, n'utiliseraient pas le système. En fait, cette idée se révèle a priori fausse, puisque dès lors qu'on met à disposition, il semble que les gens utilisent, voire surutilisent. On retrouve le même type de logique si on prend un des usages légitimes d'Internet qui est la recherche d'emploi. Mais on s'aperçoit là aussi que sur ce domaine-là, les gens qui ont des revenus plus élevés utilisent moins. Mais là, on peut considérer que c'est tout à fait normal, puisque ce sont en général des personnes qui ont moins de problèmes d'emploi, mais qu'en revanche, les gens qui ont des problèmes d'emploi utilisent beaucoup, même si leurs revenus sont faibles. Alors, j'ai pris la question de l'emploi, j'aurais pu prendre la question de la santé ou la question de l'éducation. Ce qui est sûr derrière ça, c'est que on est inscrit, et puis je crois que vous êtes bien placé pour le savoir, dans un mouvement de développement de l'administration numérique. Il est assez couramment admis que l'offre collective de services, elle a pour but de diminuer les écarts entre des populations favorisées dans l'accès aux services et des populations moins favorisées dans l'accès aux services. Si on ne résout pas la question de la fracture numérique sociale, les autres fractures existent. Ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, donc je me concentre sur la fracture numérique sociale. Si on ne la résout pas, on risquerait d'investir fortement dans une administration qui ne serait profitable qu'à ceux qui en ont le moins besoin, qui pourrait poser un petit problème collectif et le cas échéant politique à terme. Donc je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que amener de l'Internet, déployer des réseaux dans des quartiers où mettre à disposition de gens défavorisés, qu'ils soient ou non dans des quartiers difficiles, mais la question du diffus se pose aussi, c'est une question technique, mais c'est aussi, et sans doute principalement, une question sociétale. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup de zones urbaines sensibles, je pense qu'il y en a quelques-unes à Caen. J'ai d'ailleurs deux dans la Manche. Pardon ? Deux dans la Manche. Deux dans la Manche. Alors, quand on regarde le positionnement des us, les données que je vous donne là sont issues des données Credoc, qui sont les plus complètes sur ce sujet, parce qu'en plus elles sont réactualisées annuellement. Elles ont été complétées à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations par une enquête IFOP Ernst & Young, qui a traité plus spécifiquement de la question des zones urbaines sensibles. On s'aperçoit que les zones urbaines sensibles, c'est une sorte de concentré de ce que je viens de dire auparavant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des gens qui sont plutôt à bas niveau de qualification, plutôt à faible revenu au même endroit, bien évidemment, on s'aperçoit que leur taux de connexion Internet à domicile, elle est plus faible, et que la question du rattrapage se pose. Alors, cette question-là, c'est aussi une question assez centrale des politiques publiques. On adore les plans Marshall en France, depuis qu'on en a eu un à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, on a peut-être quand même
le choix de mettre en place des plans Marshall tous les 25 ans ou de mettre en place des politiques qui permettent d'éviter que des écarts se creusent à un tel point que nous ne puissions régler les problèmes que par un rattrapage forcené. Donc là, il est clair que si nous ne faisons rien, on va se trouver avec une situation qui risque d'inscrire encore plus les zones urbaines sensibles dans un décalage par rapport à la population générale. Ce tableau-là, c'est un tableau que j'avais réalisé en 2005 sur la question de l'éducation. Parce que je m'étais amusé à croiser les enquêtes PISA. Les enquêtes PISA, c'est des enquêtes qui touchent au niveau acquis par des jeunes de 15 ans de manière comparée dans un ensemble de pays, a priori les pays de l'OCDE. Et là, vous avez les taux de connexion Internet à domicile par ordre décroissant dans les pays de l'OCDE. La France se trouve ici, quand je vous dis qu'on est resté, hein, parce que en milieu de peloton, c'est à peu près ça. Et puis, je me suis amusé à mettre en violet les pays dans lesquels le niveau acquis par les élèves à l'âge de 15 ans était le plus élevé. Là, vous pourrez constater qu'il y a une assez bonne corrélation entre le taux de connexion Internet à domicile et puis le niveau des élèves dans ces pays. Alors si vous prenez la France n'est pas dans le peloton de tête des meilleurs niveaux de formation, mais je n'ai pas pu la classer en tant que telle parce qu'il y en a quelques autres là qui m'auraient obligé à décaler mon graphique vers la droite. Depuis lors, l'OCDE s'est emparé du même thème, mais sauf qu'ils l'ont fait de manière beaucoup plus scientifique que moi je ne l'avais fait. Et ils aboutissent grosso modo à la même conclusion, mais ils ont essayé de regarder de plus près ce qui se passait. Et ils ont essayé, à partir de la même enquête PISA, de voir s'il y avait des différences de niveau par pays et par catégorie d'élèves dans chaque pays, selon la durée de détention d'un ordinateur par l'élève. Et vous avez les petits traits noirs qui correspondent à la moyenne des niveaux obtenus à ce test par les élèves du pays. Et puis, vous avez 3 repérages selon la durée de détention. Et on s'aperçoit que si la durée de détention est faible, le niveau relatif de l'élève est plus faible en moyenne, et que c'est assez strictement corrélé avec la durée elle-même. C'est-à-dire que des élèves qui disposeraient d'un ordinateur depuis plus de 5 ans sont manifestement à un niveau plus élevé que ceux qui n'ont pas ou détiennent un ordinateur depuis moins d'1 an. Alors la réaction normale, c'est de dire, c'est évident, parce que, en fait, c'est les meilleurs élèves qui sortent des meilleurs milieux et qui disposent plus facilement de l'ordinateur. Sauf que, je ne vous l'ai pas mis là parce que ça deviendrait compliqué, c'est qu'on constate cette différence quel que soit le niveau de qualification. C'est-à-dire que si on prend dans une population d'élèves ceux qui sont à faible niveau, des niveaux qui correspondent au brevet élémentaire par exemple, on s'aperçoit qu'on a le même écart en fonction de la durée de détention de l'ordinateur. Ces questions-là font réfléchir.